Bonjour à tous et bienvenue dans Hebdo Manga, le podcast dédié au manga et animé, avec un épisode tous les dimanches pour revenir sur les dernières actualités, que ce soit au Japon ou en France, un état des lieux des tendances et des ventes du milieu pour ne rater aucune pépite, ainsi que des dossiers aux sujets divers et variés pour vous partager ce que j'ai envie de vous partager. Je m'appelle Telio et encore une fois, bienvenue dans Hebdo Manga. Commençons comme habituellement avec les news de la semaine. Évidemment, il se passe beaucoup de choses en quelques jours, alors je ne sélectionne que ce que je trouve pertinent ou ce qui résonne avec mes préférences. Si j'oublie des choses, n'hésitez pas à les compléter dans l'espace commentaire. On commence avec les annonces du Genki Damatsuri, l'événement autour de Dragon Ball annuel, qui est souvent l'occasion pour les fans de se voir annoncer de nouveaux projets autour de la licence. Et cette année n'a pas été un flop car pour fêter les 40 ans de Dragon Ball, une suite à Dragon Ball Super a été annoncée, intitulée The Galactic Patrol. Plus d'informations, prochainement, on n'a pas encore de date. On a également des nouvelles pour le nouvel animé de Kyoto Animation Sparks of Tomorrow, qui commencera sa diffusion cet été sur Netflix. Un nouveau visuel a été dévoilé pour accompagner ces informations. Annonce étonnante de cette semaine avec Nia Liston The Merciless Maiden qui se voit diffuser une adaptation animée cet automne par le studio Konami Animation aux commandes. Pour rappel, Konami est l'entreprise derrière Yu-Gi-Oh! Et leur studio servait principalement jusque-là à créer des projets autour de leur licence. Peut-on s'attendre à un nouvel anime Yu-Gi-Oh! Peu probable évidemment, mais on a le droit de rêver quand même. Nouveau trailer et sublime visuel pour le nouvel animé de Ghost in the Shell produit par le studio Science Saru, studio de grande qualité qui ne fait que revenir en force depuis ces dernières années avec notamment Dan Dadan ou encore Sanda. Je surveillerai ça de très près si j'étais vous, ça a l'air génial. La nouvelle annuelle du film Live Action Gundam nous apprend cette fois-ci que Netflix sera le diffuseur principal. Bon, rien de plus à nous mettre sous la dent cette fois-ci, mais il fallait que je vous la partage car plus on en sait, plus ça fait peur. Vivement sa sortie, je suppose. C'est tout côté animé, passons côté manga car il y a beaucoup de belles choses également, notamment l'annonce aux éditions Glénat d'un des derniers phénomènes du Japon, très discret chez nous encore, à savoir Alice au-delà de Kiko Urino. Sur le point d'entrer au collège, Alice est une jeune fille intelligente mais semi-lingue. Née de parents japonais mais ayant grandi à l'étranger, elle ne maîtrise aucune des deux langues, que ce soit le japonais ou l'anglais. C'est alors qu'un camarade de classe lui promet de l'aider à réaliser son rêve, devenir astronaute pour ressentir la présence de ses parents dans l'espace. Commence alors pour la jeune fille Alice un périple autant scolaire qu'humain pour devenir la première astronaute japonaise capitaine de vaisseau spatial. Le manga rencontre un très fort succès au Japon puisque celui-ci dépasse déjà la barre des 600 000 copies en circulation pour ses 6 volumes disponibles. Décollage de ce titre chez nous le 20 mai 2026 aux éditions Glénat. Annonce à suivre du côté de Masanori Morita, le mangaka de Rokudenashi Blues ou Rookies pour ne citer que les plus connus, qui semblerait avoir une grosse annonce prochainement. Beaucoup pensent à une adaptation animée pour ses succès, wait and see. En tout cas, ce qui est officiel, c'est que son best-seller Rokudenashi Blues se voit également annoncer un spin-off dessiné par Boichi, le mangaka de Sunken Rock ou encore Dr. Stone. Celui-ci sera intitulé Rokudenashi Blues Onikawa, qui dépeindra une histoire concentrée sur le personnage d'Onizuka et Kasai. Début prévu cet été dans le Grand Jump Magazine. Enfin, la plus grosse news de la semaine à mon goût se fait du côté des éditions Kana, avec l'annonce d'une star édition pour le shoujo culte Basara de Yumi Tamura. La civilisation telle que nous la connaissons s'est éteinte à la fin du XXe siècle et le Japon est depuis gouverné par une famille royale qui oppresse le peuple. 300 ans de cette gouvernance tyrannique s'est écoulé lorsque, dans un petit village de la région de Sanyo, naissent des jumeaux. Le premier-né, Tatara, est désigné comme l'enfant de la prophétie, celui qui libérera le peuple de ses souffrances. Mais alors que les enfants arrivent aux portes de l'adolescence, Tatara est tué au cours d'un raid mené par l'armée du roi rouge. Pour que le peuple ne sombre pas à nouveau dans le désespoir, Sasara, la sœur jumelle de Tatara, se porte volontaire pour prendre la place de son frère. Pour accomplir le rêve que portait Tatara, un monde où tous pourraient vivre égaux. Cette édition se retrouvera dans leur collection Star, republiant les classiques de leur catalogue de manière complètement abordable. Et Basara ne déroge pas à la règle, car en plus de garder les dimensions classiques de leur collection, avec une nouvelle traduction, un nouveau lettrage et de nouvelles maquettes et couvertures, celle-ci aura le luxe de ne coûter que 9,25€ le tome, pour une édition complète en 16 tomes. A titre de comparaison, l'édition originale en 27 tomes coûtait environ 190€, tandis que celle-ci coûtera environ dans les 150. Beau move des éditions Kana qui ont gagnant l'achat de cette nouvelle édition. Le titre m'attirait beaucoup personnellement, donc je ne vais pas hésiter à me plonger dedans à sa sortie. Voilà qui conclut les news de la semaine. Si j'en ai oublié, encore une fois, n'hésitez pas à les compléter en commentaire. Et on va donc passer à la suite où je vais vous présenter les sorties manga de février. On arrive déjà au mois de février et qui dit nouveau mois dit également nouvelle sortie manga. Je vous propose donc de faire un petit tour des nouveautés.
Au programme, j'ai 2 séries Kana qui sortent le 30 janvier et qui m'ont parlé avec, en premier, le premier tome de Onera, l'ère des souverains, la seconde partie du manga de Dark Fantasy français. Si vous ne connaissez pas, sachez que j'ai sorti une vidéo YouTube de présentation ce mois-ci, et que donc je vous invite à vous y pencher si ça vous intéresse. Mais sachez que c'est un titre d'une grande qualité et qu'il est important de soutenir les mangas français de grandes ambitions comme celui-ci. Je ne vous lirai pas le synopsis car ce serait vous spoil la partie 1, mais vous pouvez y aller les yeux fermés si vous aimez la Dark Fantasy, c'est vraiment du très bon boulot dans ce domaine. Je note également le retour tant attendu de Beat the Vandalbuster, le manga du duo iconique Koji Inada et Riku Sanjo, respectivement dessinateur et scénariste, connus pour le classique de Neketsu Dragon Quest, la quête de Dai. Le monde libre est menacé par des hordes de Vandals, des démons de niveaux différents. Beat, un jeune garçon, est fasciné par les chasseurs de Vandals, les unités d'intervention chargées de protéger les hommes. Il décide d'en devenir un, lui aussi, il entame donc une formation physique et psychique qui lui fera évoluer pour devenir un vrai Vandalbuster, de plus en plus puissant. Ses armes seront le feu, le vent, l'eau, la foudre, et sa détermination sera sans faille. Les démons n'ont qu'à bien se tenir. C'est un titre qui a longtemps été en pause en France pour diverses raisons d'après l'éditeur, mais qui semble enfin de retour avec son 15e volume. Pour vous donner une idée, le tome 14 était sorti en novembre dernier, mais le 13 datait de 2019 chez nous, soit presque 6 ans de pause. Mais la série semble avoir repris son rythme de croisière, et tant mieux car vu le duo aux commandes, il n'y a aucun doute quant à la qualité du titre. Aux côtés de Panini, le 4 février, on a la sortie d'un des phénomènes de ce mois-ci à mes yeux, avec le premier amour de Nezumi, le manga underground de Oseto Riku, qui cartonne au Japon au point de prendre la pause avec The Weeknd, c'est pour dire. Élevée par des yakuza pour devenir une tueuse à gages, Nezumi n'a jamais connu l'amour. Jusqu'au jour où Ao, un jeune homme ordinaire, ignorant tout du quotidien sordide de Nezumi, fait irruption dans sa vie. Il tombe amoureux et entame une idylle, mais les ombres qui entourent la demoiselle ne cessent de les rattraper. Une histoire de premier amour entre tendresse et traumatisme pour Nezumi, tiraillé entre deux mondes. Riku Oseto est un jeune artiste qui a débuté en 2022 avec Hey Mugai, une série en 4 volumes. L'année suivante, il se lance dans la sérialisation du premier amour de Nezumi. À travers ses récits, l'auteur propose des histoires souvent choquantes, brutales et sanglantes. Mais au-delà de la violence, il cherche à représenter la réalité sombre. Dans son nouveau manga, la confrontation entre une vie guidée par le crime et un premier amour naissant met en lumière les extrêmes de l'existence. Ne ménageant jamais ses personnages, Riku Oseto confronte ses héros au pire de l'être humain pour révéler une face sombre de la société. Personnellement, c'est l'un des mangas que j'attendais le plus cette année et j'ai très hâte de me plonger dedans dans ce titre aux apparences bien trompeuses. Car malgré les couvertures souvent mignonnes, ce que retranscrivent les pages est bien différent. Un peu d'humour, ça ne fait jamais de mal, c'est pourquoi j'ai également décidé d'inclure dans ma petite liste de mangas la saison 2 de Deadpool Samurai, la collaboration entre Marvel et le Jump, passerelle entre deux médias qui connaît un franc succès au Japon également. On dit de Deadpool qu'il est irresponsable, ingérable et un tantinet violent. Le voilà de retour au Japon après une longue absence. Le mercenaire Desert a l'intention de retrouver ses vieux amis, mais changement de plan quand un nouveau méchant surgit et s'en prend à Sakura Spider. Et s'il y a bien une chose qui insupporte Deadpool, c'est que l'on vient gâcher la fête. Bonne chance à son nouvel ennemi. La collaboration entre Marvel et le Shonen Jump est un succès. Le mercenaire Desert est aussi à l'aise dans l'univers des mangas que dans celui familier des comics. Les codes se mélangent et donnent naissance à une aventure déjantée. Prépubliée dans le Shonen Jump Plus, le magazine web de la Shueisha, cette série a débuté par un one-shot avant de proposer une première saison en 2 tomes. Aujourd'hui, c'est la saison 2 qui débute, toujours dans la même veine que la précédente. Si vous avez aimé la première saison ou que vous aimez Deadpool, c'est une série qui peut valoir le coup d'œil. On enchaîne le 12 février avec les sorties Kiyun et avant de parler de l'éléphant magique dans la pièce, sachez que le 6ème volume de DRCL sortira également à cette date. Cette série réinterprétant les événements du roman Dracula est dirigée d'une main de maître par le grand Shinichi Sakamoto, l'auteur d'Ascension et Innocente. J'ai pu vous parler plus en détail de celui-ci à travers Innocente dans mon dernier podcast, un titre d'une grande qualité également qui saura forcément vous intriguer. Si ça vous intéresse, je vous invite à aller l'écouter. Parenthèse vampire terminée, nous pouvons parler de ce qui est sans l'ombre d'un doute la plus grosse nouveauté de février avec la sortie d'Ichi the Witch, le dernier hit du Shonen Jump piloté par un duo 100% féminin et 100% talentueux, avec Shiro Sasaki et Osamu Nishi. Ce sont des noms qui doivent peut-être vous paraître familiers car ce sont mine de rien des grosses pointures dans le milieu. Shiro Sasaki a été découverte via le regretté Actage, dont l'annulation prématurée dans le Jump a été contraint à cause d'actes judiciairement répréhensibles du scénariste, dirons-nous, malgré un succès confirmé dans le Jump. Ichi the Witch est le retour de cette dessinatrice après cette douche froide et on peut dire que son talent n'a rien perdu de cette superbe depuis lors. Ensuite, Osamu Nishi, qui s'occupe de scénario, est la mangaka d'Iruma à l'école des démons, un titre très populaire au Japon mais un peu plus discret chez nous, à mon grand regret. C'est un titre fleuve qui compte déjà une 50aine de volumes au Japon et ne semble pas prêt de s'arrêter. Et oui, effectivement, Osamu Nishi jongle entre Ichi the Witch et Iruma qui, de ce côté, dessine également.
Les Magic, des sortilèges qui se matérialisent sous la forme de mystérieuses créatures vivantes. Seules les femmes sont capables de les traquer et d'accomplir des rituels périlleux nécessaires pour les acquérir. Elles deviennent ainsi des sorcières, protectrices de l'humanité, dotées du don de maîtriser et de déchaîner le pouvoir de ces Magics. Après avoir été abandonné à 6 ans dans la montagne où il vit maintenant en solitaire, le jeune Ichi a développé un exceptionnel instinct de chasseur. La lutte pour sa survie est une seconde nature chez lui, et il n'aime rien tant que remporter des duels à mort dans un milieu hostile. Alors, quand le Magic maléfique Uroro menace le village voisin, il saute sur l'occasion de défier cette proie surpuissante. Et contre toute attente, il remporte le combat et devient ainsi le premier sorcier de l'histoire. Mais un homme peut-il contrôler un tel pouvoir? La magie ne s'apprend pas, elle se mérite. Entrez dans l'univers d'Ichi the Witch, où les sorts sont des créatures extraordinaires et les sorcières d'intrépides aventurières. Pour suivre l'avancée de ce manga depuis son premier chapitre, je n'ai aucun mal à vous confirmer qu'Ichi the Witch n'est pas un succès sortant de nulle part. Grande qualité visuelle, un univers aux bases stables et maîtrisées, des personnages attachants au bon chara-design, le tout dans un univers de fantasy aussi entre émerveillement et désespoir quand il le faut. Ce manga, c'est la maîtrise du genre par excellence, et c'est mené d'une main de maître par 2 actrices du milieu qui n'avaient déjà plus rien à prouver. Je lui souhaite un grand succès en France, surtout qu'il est aux mains d'une maison d'édition qui saura sans nul doute le faire briller autant qu'il le mérite. Sortie simultanée des 2 premiers tomes prévus pour le 12 février aux éditions Kiyun. J'enchaîne avec mon petit instant plaisir, voilà, je sais que ça va parler qu'à 2-3 personnes qui vont écouter ce podcast, mais bon, c'est le mien, donc je fais ce que je veux, et sachez que donc le 13 février, c'est une triple dose de Gundam en librairie, avec la sortie du tome 7 de The Origins, le chef-d'œuvre de Yoshikazu Yasuhiko, et la meilleure porte d'entrée à l'univers Gundam à mon goût. On voit l'adaptation du manga Char contre-attaque se terminer également avec son 4e volume, une adaptation que j'ai trouvée très qualitative par rapport à un film qui était déjà génial, et enfin le 4e volume de Z-Define qui continue bien. Je sais pas trop quoi encore en penser de cette série, j'avoue, mais c'est jamais désagréable, donc tant mieux, j'ai envie de dire, c'est seulement très différent. Maintenant que mon instant plaisir sur Gundam est passé, laissez-moi me rattraper en vous parlant d'une série qui m'intéresse de plus en plus, à savoir Anna et le Prince d'un Albion et son 8e volume qui sort le 13 février aux éditions Naban. Anna, 2e fille d'une famille de nobles, en a assez des convenances et n'a pas envie de flatter les grands seigneurs pour réussir sa vie. Obsédée par l'art de la guerre, elle rêve de plaisir de combattre aux côtés de son père, l'un des plus grands guerriers de l'Empire. Malheureusement, lorsque ce dernier est tué par un général du pays voisin, le royaume d'Albion, elle se voit offerte à eux en tant que tribu. Anna n'a alors pas d'autre choix que de se rendre à Albion où les complots se préparent et elle est bien décidée à ne pas garder sa lame dans sa poche. Dans une histoire de fantaisie médiévale où l'héroïne semble courageuse en prenant de la place dans un contexte bourré d'intrigues politiques et d'enquêtes de territoire, ce titre me fait bien trop penser à Yona Princesse de l'Ombre pour ne pas m'intéresser à chaque nouveau volume. Je pense sauter le pas très bientôt honnêtement, en plus ça permettra de soutenir une maison d'édition indépendante, donc pourquoi se priver? Le 20 février est également un jour béni pour moi dans mon cœur car, dans un premier temps, c'est le retour tant attendu de The Five Star Stories, le classique du space opéra de Mamoru Nagano, qui se voit renaître de ses cendres aux éditions Nueve Graphics. Avec le retour de cette maison d'édition et de son catalogue, il y a beaucoup de séries dont j'attendais le retour, mais aucune que j'attendais autant que ce Five Star Stories. Dans l'amas stellaire de Joker, en l'an 1988 du calendrier stellaire, les grandes puissances jonglent entre paix fragile et guerre ouverte à l'aide de leurs armes ultimes, les Mortar Head. Robots gigantesques et merveilles technologiques, leur contrôle dépasse l'entendement humain et nécessite l'aide de créatures biologiques artificielles, les Fatima. Alors que le plus grand concepteur de Fatima s'apprête à présenter ses dernières créations, la haute société de l'amas stellaire se presse et les intrigues vont bon train. Amaterasu, la Chessis, Colus, le MH Knight of Gold, quelques noms qui résonnent parmi des centaines de milliers d'années d'épopées et autant de héros d'héroïnes. Voici leur histoire. C'est un titre assez niche chez nous de par sa thématique, mais c'est un véritable chef-d'œuvre dans son genre. Un univers complexe avec une chronologie inventive, des dessins old school oscillant entre contemplatifs et tragiques, au travers de guerres et de combats toujours plus impressionnants les uns que les autres. Mais ce n'est pas la seule sortie magnifique de la journée pour moi, car c'est également le retour de Kazuhiro Fujita aux éditions Meian, avec la sortie de ses 2 recueils d'histoires courtes, Yoru no Uta et Akatsuki no Uta, mais également la sortie de son one-shot The Wicked Haze, Fly to the Full Moon, nous narrant la traque d'une créature surnaturelle au travers d'un Japon traditionnel et spirituel. Ce sont des histoires qui plairont forcément aux fans du mangaka, mais je recommande également le one-shot à toute personne intriguée par son univers ou par le synopsis, car celui-ci est d'une très grande efficacité dans son récit. Avec la sortie du tome 10 de Sobotei le 18 février, Kazuhiro Fujita se voit être un des noms incontournables de ce début d'année, et je ne vais clairement pas m'en plaindre. Voilà pour cette petite liste exhaustive qui détaille certaines sorties que je trouve intéressantes. Pour en citer d'autres en vrac, on a également le tome 7 de Kagurabachi et son magnifique collector qui sort le 27 février, un Neketsu de grande qualité que chaque fan de genre se doit de découvrir.
Le mois de février est sous le signe du light novel également pour moi avec le tome 7 des Carnets de l'apothicaire, ainsi que le tome 4 de My Happy Marriage et Your Format. C'est toujours un plaisir de voir du light novel chez nous, donc mentionnons-le. Des nouveaux tomes pour des séries également moins ponctuelles avec peu de tomes chaque année, avec le tome 106 de Détective Conan le 27 février, ou encore le tome 12 de A Journey Beyond Heaven, alias Tengoku Daimaikyo, dont l'anime avait tout explosé il y a de ça quelques années. Certaines rééditions au format Deluxe continuent avec Berserk édition Prestige tome 4, les tomes 5 et 6 de la Deluxe de Kingdom, ou encore la réédition double de Yaiba, le premier manga de Gosho Aoyama, le créateur de Détective Conan. Bref, février est un mois très chargé, mais comme chaque mois maintenant, j'ai envie de dire, chacun y saura trouver son bonheur, et malgré un marché au bord de l'explosion avec de nombreuses nouveautés et la hausse des prix régulières, et c'est le plus important. Tant qu'on s'y retrouve dans ce qu'on aime, y a pas de raison d'arrêter. Voilà qui conclut ce nouveau podcast du 1er février, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à mettre un like et à vous abonner, ça fera toujours plaisir. Vous pouvez me suivre sur mes différentes plateformes YouTube et Spotify pour le podcast. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Manga Hebdo. Portez-vous bien!